Nos malheurs sont nombreux et on ne sait plus par quoi commencer. On tient cette réunion alors que nos concitoyens des Timours vivent une situation extrêmement dramatique par rapport au Covid. Et il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il y ait son lot de drames, des décès qui sont extrêmement nombreux. Et en vérité, ces drames qui nous endeuillent donc quotidiennement ont quelque chose de commun, y compris avec les autres malheurs qui nous touchent, que ce soit les arrestations ou bien les conditions socio-économiques dramatiques qui risquent de s'aggraver de plus en plus. Tous ces malheurs-là, ils ont quelque chose en commun, il y a un facteur commun. Le facteur commun, c'est le système algérien et c'est le pouvoir algérien. C'est un pouvoir qui, non seulement est en faillite totale, mais c'est un pouvoir qui se pose en verrou sur la société, sur son devenir, et vis-à-vis de la société. Plutôt que d'être une émanation de la société, il est un vis-à-vis, un adversaire de la société. Donc c'est l'ensemble de ces malheurs-là qui aujourd'hui nous frappent. Il n'est pas évident de faire la part des choses dans ces malheurs-là. Bien sûr, au début juillet, quand on s'est réunis pour discuter des arrestations, la substance de nos échanges, c'était qu'il y a deux niveaux qui nous interpellent. Il y a un niveau humain, où il n'est pas question de faire des différences et des distinctions entre tous les gens, tous les citoyennes et tous les citoyens qui sont frappés par la répression. Donc, d'exprimer une solidarité en leur direction, sans réserve et sans faire de différence entre eux. Mais il y a aussi des dangers politiques parce qu'il faut s'attendre à tout de la part de ce pouvoir. Et particulièrement les manœuvres qui sont en train d'être menées en Kabylie n'augurent pas de choses positives. Donc, en tant que groupe, en tant que militant, notre volonté ou notre espérance, c'est de pouvoir agir sur les deux aspects. À la fois l'aspect solidarité qui s'impose à tout un chacun, à toute personne qui a un engagement humaniste, mais aussi dénoncer les cabales qui sont évidentes et qui sont en préparation. Parce que si les arrestations de militants qui sont engagés dans le soulèvement populaire, dans la révolution du sourire, visent à intimider la société, les arrestations qui sont opérées en Kabylie visent à fracturer la société et peut-être même à la jeter dans les affres d'une nouvelle guerre civile. Et ces arrestations-là, c'est pas pour... vous me direz peut-être qu'il y a une contradiction dans le propos, entre ne pas faire différence entre les victimes de l'arbitraire, les victimes de la répression, et en même temps dire que ce qui se passe en Kabylie est particulier et porte des risques singuliers. À notre sens, il n'y a pas de contradiction. À notre sens, il n'y a pas de contradiction. Ce que nous voulons pointer, c'est les dessins qui ressortent des attitudes du pouvoir qui ne sont pas de nouveaux dessins. L'opération Zéro Kabyle n'est pas une vue de l'esprit. Nous n'avons entendu parler de l'opération Zéro Kabyle que par un crypto porte-parole des services de sécurité. Ça s'est tenu dans la clandestinité, et c'est un crypto porte-parole des services de sécurité qui l'a inventé à partir de Londres. Ça veut dire que c'est exactement ceux qui étaient derrière le plan qui l'ont rendu public, parce qu'on ne fait pas un plan comme ça n'a aucun sens de faire un plan comme ça et de le garder clandestin. Par la suite, l'affaire du drapeau amazigh a montré jusqu'à quel point il pouvait aller dans l'audace, dans la criminalisation de l'opinion des gens.
Et maintenant, ils en arrivent à quoi? Ils en arrivent à interpeller des gens, à monter une cabale contre des militants dont le pacifisme, dont l'esprit de responsabilité est connu de tous. Nul ne peut donner du crédit à une accusation de terrorisme portée contre Bouaziz El Chibib. Personne ne peut croire un instant que Hmou Boumdine serait capable de nourrir des plans violents, d'échafauder des plans séditieux. Ce sont des militants qui ont leurs opinions, qu'il faut discuter. D'ailleurs, le crédit que les projets autonomistes, indépendantistes, souverainistes ont, c'est d'abord le crédit de ces militants-là. C'est le crédit de Hamoud, c'est le crédit de Bouaziz, c'est le crédit de Azem, etc. Alors que si on s'en tenait à certains égéries de ces idées-là, ça fait longtemps que le temps aurait effacé ces projets-là. Donc, nous tenons à alerter sur un véritable danger, sur des intentions d'une gravité extrême qui se lisent dans l'attitude des pouvoirs publics. On ne peut pas parler de terrorisme. Hier, lorsqu'il a fallu parler de terrorisme, beaucoup d'entre nous ont été appelés à porter des armes. Le terrorisme ne se traite pas par autre chose. Le terrorisme se traite d'abord par le faire. Ensuite, on en arrive à des compromis politiques. Donc, lorsqu'on parle de terrorisme, c'est qu'on a déjà préparé la confrontation. Et c'est le pouvoir, c'est le Haut Conseil de sécurité, c'est Chingreha, c'est Ben Ali, maintenant, bon, l'autre, il est en prison, c'est Tebboune, c'est eux qui ont pris la responsabilité de mettre dans le débat public, de remettre dans le débat public ce mot de terrorisme. Ça veut dire qu'ils ont assis les risques ou le décor d'une confrontation. Donc, à notre niveau, ce que nous voulons faire, c'est de dire halte au feu dès maintenant. C'est de dire que la paix civile ne doit pas être atteinte. C'est un petit peu un prolongement de la Silmiya que les manifestations populaires ont eu jusqu'à ce qu'elles soient contrariées par le Covid. Donc c'est à peu près cette philosophie que nous suivons. Il est certain qu'il faudra que nous nous mobilisions à une échelle beaucoup plus importante. Il faudra y travailler. Il y a de réelles difficultés, mais il y a du potentiel aussi. Donc on lance un appel à toutes les bonnes volontés, que ce soit pour appuyer des initiatives qu'on prendrait, que ce soit pour rejoindre des dynamiques unitaires qui sont en train de se mettre en place. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, parce que entre les différentes initiatives qui sont en train d'être prises, il y a une réelle volonté de convergence. Il y a de réelles intentions de convergence. Et en même temps, s'il y a des gens qui peuvent prendre des initiatives, toutes les initiatives seront méritoires à partir du moment où elles exprimeront la solidarité avec les détenus, où elles condamneront les plans criminels du pouvoir en place, et qu'elles se positionneront sur le côté de la paix civile, de la préservation de la paix civile. Voilà pour l'essentiel ce que je voulais dire. On n'a pas l'habitude avec ces applaudissements, c'est plutôt la contradiction. Oui, peut-être avant de passer la parole à la salle et un échange là, on n'est pas nombreux, c'est le mérite de la. Ça permet de bien discuter. Il y a Chafia qui va. On a fait un. Elle va nous expliquer un rapport un peu sur la situation concrète des droits humains en Algérie. Voilà, on s'est dit que pour ce soir, ce serait bien que. On n'entend pas bien. Le micro est pas. Il faut l'ouvrir. S'il l'a fermé dans un réflexe. Fermé dans un réflexe. Allô, vous m'entendez là? Oui, donc on s'est dit que pour ce soir, c'était bien de pouvoir vous présenter, comme l'a dit Mourad, une synthèse
parce que ben, tous les jours on apprend une arrestation. Et donc voilà, je vais vous présenter une synthèse. Donc on a fait un rapport qu'on a appelé rapport sur les atteintes aux droits humains en Algérie, et on a essayé de le présenter de façon à cibler quel type de droits sont bafoués. Mais avant ça, je vais vous faire une petite introduction. Je vais rien vous apprendre. Alors, les atteintes aux droits humains sont une constante de l'Algérie indépendante, après avoir été le lot quotidien de l'Algérie colonisée et une réalité effroyable pendant la guerre de libération. Le régime algérien s'est toujours servi de la répression sous toutes ses formes pour asseoir sa pérennité avec une modulation de celle-ci selon les périodes de risque politique. Les incarcérations arbitraires, la torture, voire les assassinats, ont été systématiquement utilisés pour réduire toute voix dissidente au pouvoir autoritaire issu du coup de force de 1962. Les manifestations de masse ont été réprimées dans le sang à l'aide d'armes de guerre. Celles d'octobre 88, d'avril 2001, ont été à l'origine de centaines de morts et de milliers de blessés. Depuis le mois de février 2019, le peuple algérien s'est engagé dans une marche révolutionnaire pour recouvrer sa souveraineté. Cette contestation, portée notamment par la jeunesse, s'exprime à travers des manifestations massives, hebdomadaires et toujours pacifiques, pour appeler à l'avènement d'un système démocratique avec un état de droit respectueux des libertés individuelles et collectives. Ce mouvement populaire se trouve actuellement confronté à une politique répressive avec une forte recrudescence de celle-ci depuis les dernières élections. En effet, on note une répression généralisée visant à créer un climat de terreur pour mettre fin à la contestation de rue. Des centaines de citoyens sont privés de liberté, chiffre moyen de l'ordre de 300, sur l'ensemble du territoire national, et des milliers sont sous contrôle judiciaire. Ceci en violation des lois du pays, de la Constitution et lois organiques, ainsi que des textes internationaux ratifiés par l'Algérie. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, et la Convention internationale des droits de l'enfance. Tous les droits humains sont bafoués, les droits individuels comme les droits collectifs. Le droit de manifester est réprimé, les services de police procèdent régulièrement à des rafles, avec souvent utilisation de la violence et de traitements humiliants, sans distinction d'âge ou de sexe. 3 femmes sont actuellement incarcérées, dont Rima Zaidi, condamnée à 6 mois de prison et 50 000 € d'amende le 7 juillet 2021 pour diffusion de vidéos. Elle avait été arrêtée une première fois le 12 juin dernier pour une vidéo dénonçant la tenue des élections législatives. Les droits de l'enfant ne sont pas respectés. Plusieurs cas d'enfants arrêtés lors des manifestations ont été signalés et gardés de longues heures dans les commissariats. Un enfant de 15 ans a été retiré à la garde de ses parents et placé dans un centre de rétention. Le droit au respect de l'intégrité physique n'est pas également respecté. Des cas fréquents de brutalité, quelques cas de torture et d'abus sexuels ou avec viol, ont été dénoncés et entraîné une onde de choc dans l'opinion nationale et internationale. Brahim Lalami, en détention pour la 4e fois, aurait été torturé lors de sa première détention. Walid Nekish a dénoncé lors de son procès les actes de torture et de viol dans les locaux de la police politique. Plusieurs détenus sont actuellement en grève de la faim. Shafik Medjahed, 55 jours. Brahim Agraniou, 54 jours. Brahim Lalami, 25 jours. Et depuis 3 jours, Sadek Louaï, Mohamed Salman et de Bab el-Oued. Le droit à une justice indépendante et équitable est systématiquement bafoué. La justice est instrumentalisée dans des procès arbitraires où la défense subit des contraintes. Les jugements sont faits par injonction sur des accusations fallacieuses. Actuellement, il y a 195 détenus répartis sur l'ensemble du territoire national. Ce sont les chiffres publiés par le CNLD le 28 juillet dernier. Donc là, je m'arrête pour souligner le travail extraordinaire que fait le Comité national de libération des détenus, qui met régulièrement à jour les listes
des arrestations, qui est en contact avec l'ensemble des avocats et qui met à jour également, lorsqu'il y a des procès, les accusations, etc. Franchement, c'est un très bon travail. Alors, les chefs d'inculpation sont disproportionnés et fantaisistes. Le plus souvent, il s'agit d'atteinte à l'ordre public, atteinte à l'unité de l'État, l'unité nationale, parce que l'unité de l'État, attroupement non armé, outrage à agent, à quoi s'est rajoutée en juin dernier la scandaleuse modification de l'ordonnance portant sur la 87 bis, qualifiant d'activité terroriste toute action ayant pour objet, notamment d'œuvrer ou inciter par quelque moyen que ce soit, à accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels ou porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'inciter à le faire par quelque moyen que ce soit. Autrement dit, tout acte politique, même non violent, qui ne convient pas à la ligne du régime est criminalisé et peut être qualifié d'acte terroriste avec un risque de peine très lourd. Dans un rapport publié le 22 février 2021, Amnesty International a constaté que les tribunaux algériens se fondaient sur au moins 20 articles. Les plus couramment retenus, ce sont ceux qu'on vient de citer. Amnesty International a également souligné que les autorités ont utilisé la pandémie Covid-19 comme prétexte pour adopter de nouvelles dispositions qui restreignent davantage encore le droit à la liberté d'expression, en ligne et hors ligne, ainsi que le droit de réunion pacifique, en ajoutant l'article 196 au Code pénal pour punir la diffusion de fausses informations. Alors là, je vais commencer à énumérer les droits qui sont bafoués. Donc, les droits identitaires ont été mis à mal notamment lors de la première année du Hirak. Excusez-moi, je n'ai pas la prononciation qu'il faut. Les manifestants brandissant des drapeaux amazirs ont été arrêtés et des peines de prison ont été prononcées, ce qui a valu une condamnation des Nations Unies en octobre 2020 pour actes arbitraires. Des discours racistes, anti-kabyles ont été tolérés et ont prospéré dans l'impunité malgré des procédures judiciaires engagées. Une opération à velléité d'épuration ethnique appelée Zéro Kabyle a été ouvertement permise et n'a donné lieu à aucune enquête ni poursuite de ses organisateurs. Le droit à l'information. Les journalistes indépendants sont réprimés et sanctionnés par de lourdes peines pour avoir exercé leur métier. Les médias indépendants sont muselés. Les médias électroniques sont bloqués de diffusion en Algérie. TSA, Radio Web, Le Matin d'Algérie, Tamourt Info. Les directeurs de publication sont souvent convoqués par les services de sécurité et subissent des tracasseries de tout ordre. Le sponsor de Maghreb émergent est emprisonné avec des accusations fallacieuses. Les médias publics d'État, notamment télévisuels, sont fermés à l'expression plurielle et assurent la propagande du pouvoir, notamment la communication de l'armée. Les journalistes actuellement condamnés. Rabah Karesh, arrêté le 18 avril 2021 pour publication d'articles dans le journal électronique Liberté. Et concernant les manifestations de Touareg contre le découpage administratif du territoire de Taman Rasset. Actuellement en détention préventive, son procès est programmé le 5 août, après avoir été reporté plusieurs fois. Il est poursuivi pour création d'un compte électronique consacré à la diffusion d'informations susceptibles de provoquer la ségrégation et la haine dans la société. La diffusion volontaire de fausses informations susceptibles d'attenter à l'ordre public. Recours à divers moyens pour attenter à la sûreté de l'État et à l'unité nationale. Adel Sayad, le poète journaliste, a été condamné à 2 ans de prison par contumace avec mandat d'arrêt et interdiction d'exercer à la radio de Tébessa pour des publications sur les réseaux sociaux, diffusion de fausses informations pouvant porter atteinte à la sécurité et à l'ordre public. La liberté de conscience. Le droit à la liberté de conscience a été supprimé dans la dernière Constitution. Les ibadites ont payé un lourd tribut à l'intolérance religieuse sous des accusations mensongères. Babanja est le détenu qui purge la plus longue peine et le docteur Kamel Dinfra l'a payé de sa vie. Les chrétiens sont poursuivis pour prosélytisme, empêchés de vivre leur religion en raison de la fermeture de leur lieu de culte. Le droit de ne pas croire n'est pas explicite et plusieurs citoyens ont été inquiétés ou emprisonnés pour atteinte à l'islam pour avoir émis des opinions sur la religion. Yassine Mebarki.
militant du Hirak, et Amazir, condamné à 10 ans de prison pour profanation du Coran et offense à l'islam. Sa peine a été réduite à 1 an lors de son procès en appel le 25 novembre 2020. Militant berbériste, reconnu coupable d'offense aux préceptes de l'islam, d'incitation à la discrimination et possession sans autorisation de matériel de guerre. Il a été relaxé des chefs d'accusation de profanation du Coran, l'incitation à convertir un musulman à une autre religion et de pression sur un musulman pour l'inciter à renoncer à sa religion. Amira Bouraoui. Matériel de guerre, il faut préciser que c'est une douille. Amira Bouraoui, militante du mouvement Barakat. Elle a été condamnée à 2 ans de prison sans mandat de dépôt le 4 mai 2021 pour offense à l'islam, offense au président de la République, incitation à attroupement et en violation du confinement, publication sur les réseaux sociaux pouvant porter atteinte à la sécurité ou l'ordre public. Ce déni de la liberté de penser s'étend à la pensée académique et avoir une vision, une réflexion différente de la doxa officielle sur la religion et l'histoire est criminalisé. Saïd Jabalkhair a été condamné à 3 ans de prison sans mandat de dépôt le 22 avril 2021 pour ses publications sur les réseaux sociaux, offense à l'islam et au rite musulman. Pour un islamologue, c'est pas mal. Son procès en appel renvoyé plusieurs fois est programmé pour le 20 septembre 2021. Nourdine Aït Hamouda a été placé en détention le 27 juin sous mandat de dépôt pour avoir émis une opinion sur l'histoire officielle. Les chefs d'inculpation sont atteinte au symbole de l'État et de la Révolution, à un ancien président, Boumediene en l'occurrence, atteinte à l'unité nationale, incitation à la haine et discrimination raciale. Rien que ça. Les droits politiques, la souveraineté populaire est dans l'impossibilité de s'exercer. Les scrutins sont décidés et sont validés contre la volonté du peuple. La majorité est ignorée et exclue au profit d'une minorité clientéliste du pouvoir, entre parenthèses 10-15%, qui tient un semblant de pouvoir législatif et exécutif, façade civile du pouvoir véritablement détenu par l'armée. Des personnalités politiques de l'opposition sont incarcérées, dont une grande figure de la Révolution, Feu Lakhdar Bourregra, et des leaders politiques ont été arrêtés. Tabou, Hamoud Boumediene, Bouaziz Aïtchebi, Fetri Gares. Des organisations politiques dûment légalisées sont attaquées. L'une d'elles a perdu son agrément. D'autres subissent des tracasseries judiciaires et des refus d'autorisation de réunion. Des organisations politiques, le MAC et Rachad, sont qualifiées d'organisations terroristes sur la base de l'article 87 bis, sans preuve apportée par le régime de telles allégations. Il est à noter que des leaders d'organisations politiques de Kabylie, AKAL et RPK, tout à fait pacifistes, sont également inculpés de terrorisme, tombant ainsi sous le coup de l'article 87 bis du Code pénal. Les droits sociaux. Les droits des syndicalistes indépendants ne sont pas respectés. Les droits des travailleurs ayant perdu leur emploi du fait de nombreuses arrestations, d'entrepreneurs pourvoyeurs d'emploi et du fait également du confinement lié à la crise sanitaire ne sont pas pris en compte et aucune mesure d'accompagnement n'a été mise en place. Dalila Touat, porte-parole des chômeurs de Mostaganem, a été condamnée plusieurs fois, en novembre 2020, à 2 ans de prison et le 18 janvier 2021 à 18 mois. Sa peine a été réduite en appel à 2 mois avec sursis et 20 000 € d'amende. L'activiste est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, outrage à fonctionnaires et institutions de l'État, diffamation et publication portant atteinte à l'ordre public. La situation sociale est critique, notamment dans le Sud, à l'origine de manifestations violemment réprimées. Toutes les formes de solidarité sont ciblées. Nasser Merlin, président de l'association SOS Babelwed, a été mis en détention provisoire le 20 avril, arrêté avec 8 autres personnes lors de la 113e marche du vendredi. La DGSN a qualifié cette association de criminelle, financée par une ambassade, en vue d'acquérir du matériel vidéo pour la production de films et documents provocateurs, ainsi que des publications et pancartes incitatives pendant les marches. À Oran, des militants de la LADH sont également inquiétés pour délit de solidarité. Saïd Boudour, Jamila Loukil,
Kadour Chouicha, etc. Le lanceur d'alerte et militant des droits de l'homme Nourdine Tounti vient d'être condamné ce 28 juillet à une année de prison ferme pour avoir alerté et dénoncé les actes de corruption dans l'enceinte du port d'Oran et l'affaire dite cocaïne. Le droit à la santé a montré ses limites également. La faillite de la politique de santé en Algérie, le délabrement des hôpitaux publics, le manque d'anticipation et l'incurie sont à l'origine de la tragédie actuelle, avec une population abandonnée à elle-même, un personnel soignant dépourvu de moyens, poussant les citoyens à l'auto-organisation et de la solidarité et à l'autofinancement du matériel nécessaire. Voilà. Après ce tableau inqualifiable, donc on va passer sans plus tarder à l'échange, c'est plus simple. Donc. Je pense que moi, on a un peu donné les bases de ce qui nous animait en tout cas, et donc si vous voulez bien, on peut échanger là-dessus. Non, ça, tu voulais intervenir ? Donc, moi, je ne suis pas un artiste. À chaque fois qu'on dit de l'artiste, je suis un activiste. Donc, je n'obéis à aucune obéissance politique. Moi, ce que j'ai compris sur la question de Zéro Kabyle, Mohamed il a dit que ce n'est pas une vue d'esprit. Si on commence à décortiquer toute la situation, les scénarios qui ont été faits à partir de 2019, et notamment avec Gaïd Salah, parce que Gaïd Salah il n'était rien du tout, il est devenu quelque chose avec les 2 ans, devenu quelque chose en 2019. Son nom avant, il n'était rien du tout, tout le monde le traitait de pédophile. Après, il est devenu un grand monsieur. Tu vois. L'affaire de Zéro Kabyle, au fait, elle ne s'est pas passée en 2019. Ça s'est toujours passé avec Ben Bella, avec Boumediene, avec Chadli, avec tous les présidents, mais on ne les nomme pas, parce qu'on n'ose pas le dire, et on n'ose pas. Sinon, les colloques, les réunions anti-Kabyle, ça a toujours été avec tous les présidents, avec les 6 présidents. Rappelez-vous les déclarations de Zerhouni. Rappelez-vous les déclarations de Belkhadi. Rappelez-vous les déclarations de plusieurs députés avec tous les présidents, que ce soit Chadli, ils appelaient à bombarder la Kabylie. Donc l'affaire Zéro Kabyle n'est pas du son du ciel, c'est une suite logique, c'est un processus. Et pour ce set de Zéro Kabyle à Mostaranem, dans un village à 35 km de Mostaranem, ça a été orchestré. C'est comme un scénario, c'est comme moi j'étais dans le cinéma, qu'on fait de la conception, de la prospection, des recherches de décors. On appelait les producteurs exécutifs, le producteur de terrain, de différents producteurs, le scénariste, ainsi de suite, les directeurs photo, le scénographe, le Zéro Kabyle aussi, ça s'est passé de cette façon. C'est-à-dire qu'il y a une réunion, une conception, une réalisation, le chef de projet, l'exécutant, la communication, il y avait tout ça, avec la complicité de l'État, enfin en mettant entre parenthèses. Donc il y avait Wassimi, le chef de projet, il y avait le Shram, il y avait Belminou, et puis il a enseigné, il est un parfait francophone, il a travaillé à l'ambassade de Yémen, il était dans la DGSI. Moi j'ai mon restaurant à Levallois-Perret, c'est une instruction, mais quelquefois je jette ce technique des réponses, moi aussi je ne Et puis voilà, donc Benkoula, c'est l'enseignant qui a créé ce scénario-là, parce qu'ils ne peuvent pas vendre le scénario de la guerre civile syrienne, ils ne peuvent pas vendre le scénario à la libyenne, donc ils ont cherché ce qui est plus proche, qui est ficelé, c'est la guerre civile à Yémen, parce qu'il était attaché militaire
attaché culturel du Yémen. Donc il a vendu le scénario de la guerre civile du Yémen. Le Yémen, c'est proche, puis tous les ingrédients sont là, et puis voilà. Donc pour dire que la situation, tout était fait, comme ils l'ont fait avec les Mzab. Les Mzab, ils ont créé tout un scénario, intelligence avec Israël, un peuple pacifique, un peuple qui change du Caucase, qui change de l'agriculture. Ils vont dire, intelligence, pourquoi faire? Ils vont créer quoi? Ils vont faire quoi? Donc on a maté ce peuple-là, du commerce, et puis voilà, donc l'opération Zéro Kabyle, moi je dirais qu'elle a toujours existé, elle a toujours continué, elle a toujours été là, quoi. Elle était là, présente, structurée, financée avec l'argent du contribuable, parce qu'il y a toute une logistique qui est faite pour ça. Donc moi, moi de toute façon, de mon côté, je suis affichiste. Moi, c'est cette conception-là. Je n'attends personne. C'est-à-dire que j'ai un consensus de politique pour faire. Moi, je commence à faire une série d'affiches que je vais envoyer aux députés européens, aux députés au Chili, en Israël. Voilà. Donc pour dire, nous vivons tous les ingrédients de la guerre civile, ils sont là, quoi. Donc voilà, donc agissons pour ça. Voilà. Très bien. Alors, qui c'est qui... C'est lequel? C'est celui-là qui se balade. Moment qui fait... Ahmed, tu es limité dans les décibels, hein? Question physiologique. Hein. Merci, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de nous retrouver encore une fois pour parler de la situation catastrophique que vit l'Algérie. J'adhère à ce qu'a annoncé notre ami l'artiste Nassar Yanat, activiste, artiste surtout. Il n'y a qu'une guerre civile. Moi, je pense à une guerre contre les civils. Il y a une guerre contre les civils, une guerre déclarée par une junte mafieuse, une junte belliqueuse, une junte indue contre les citoyens de ce pays. Depuis 1962, c'était le putsch militaire. Depuis 1962, c'était des coups d'État. Depuis 1962, c'était la fraude et la répression et la violence. Je n'apprends rien à personne. Aujourd'hui, il y a une dictature qui s'affiche et qui s'installe en Afrique du Nord, en Algérie. Avant-hier, ou il y a 3 jours, il y a un mouvement politique en Tunisie, le monde entier a bougé, le monde entier a dénoncé le coup d'État. En Tunisie, un petit pays que je respecte énormément. Au Maroc, il y a un scandale international qui s'appelle Pegasus. Un scandale, le Mohamed VI a espionné la planète entière. Il a espionné les Algériens, les Kabyles, les Français, les Espagnols, tout le monde il les a espionnés. Personne n'en parle. C'est comme une lettre à la poste. Et puis il y a ce trou noir qui est l'Algérie. Il y a une espèce de Tebboune, il y a une espèce de général X, Y, Z qui sont là. Le monde entier ne bouge pas. C'est incroyable. Même en Corée du Nord, il n'y a pas 387 détenus politiques. Même en Corée, la Corée du Nord, même en Russie de Poutine, il y a une dictature qui s'installe, chers amis. Des journalistes ils sont en tôle, des médecins sont en tôle, des artistes ils sont en tôle, des simples citoyens sont en tôle. Un État
je l'ai écrit aujourd'hui sur Facebook, un État qui n'arrive même pas à approvisionner l'oxygène à ses citoyens. L'oxygène. À l'époque, Vava et Khalid Yabbasoula, l'oxygène, c'est bien aujourd'hui, on le paye cet oxygène. C'est incroyable. Et il dirige un pays de 45 millions d'habitants, de 10 000 années d'histoire. Nous devons agir. Au pays, en Kabylie, en Algérie, une répression sauvage, une répression impitoyable. Tu sors, on te prend, on te détruit. Il a 23 ans. C'est un jeune de 23 ans à qui on a brisé la vie, on a détruit psychologiquement, moralement, intellectuellement, on l'a détruit, on lui a fait des horreurs que seul le colonialisme a fait. Nawalid Naqish, il a osé dire ce qui se passe. Voici ce qui se passe dans ce pays qu'on appelle l'Algérie. Maintenant, je reviens à la situation politique. Moi, je suis le porte-parole d'un mouvement politique qui s'appelle HL, Alliance pour une Kabylie libre. HL n'a jamais prôné le terrorisme. HL n'a jamais prôné l'indépendantisme. HL n'a jamais prôné la violence, ni le terrorisme, ni quoi que ce soit à l'encontre de personne. HL propose une conférence citoyenne kabyle. C'est une réalité historique que cette région de Kabylie s'est distinguée par la langue d'abord, par l'activité politique et par le souhait, c'est-à-dire le destin. C'est pas contre les Algériens. Les Algériens qui sont mozabites, qui sont arabophones, qui sont jaouis, ont le droit de vivre librement dans ce pays grandiose qui s'appelle l'Algérie et auquel tout le monde a participé à libérer. Aujourd'hui, un mouvement qui a 8 mois d'existence est accusé de terrorisme. Ça veut dire, moi qui vous parle, je suis terroriste. Quel acte terroriste ai-je commis? Le président algérien actuellement, son fils est impliqué dans l'importation de cocaïne. 1 tonne de cocaïne. C'est à tête de moi de les généraux, il y a 30 généraux algériens qui sont en pays. D'anciens ministres, d'anciens premiers ministres, d'anciens wali, d'anciens chefs de daïra sont en tonne. Voici le terrorisme. Je finis, il n'y a aucun souci. Vas-y. Maintenant, avec toute la diversité qui s'impose, l'Algérie, c'est pas une feuille blanche. Elle est marquée par l'histoire, par les révolutions, par les colonialismes, par les envahisseurs, par les idéologies. Elle est là. Elle est là. Soit nous allons construire une nouvelle entité politique basée sur le respect de l'autre, sur l'altérité, sur la diversité, sur la démocratie. Soit nous allons sombrer dans le hitlérisme de 21e siècle où je ne sais dans quelle dictature nous allons sombrer. Aujourd'hui, le régime est fragilisé par le mouvement contestataire qui a démarré le 16 février à Harata, en Kabylie, encore une fois. Parce qu'il y a des négationnistes qui veulent nier cette date. C'est pas grave. Une chose est sûre, c'est que la l'onde de choc de la contestation kabyle qui a commencé le 5 juillet 62 ne s'est pas arrêtée. C'est le choc de la contestation de 63 quand le FFS a refusé le règne absolu de Boumediene et pour Ibn Bella qui est toujours là. C'est l'assassinat de Abban Anvan, c'est l'assassinat de Karim Belkacem, c'est l'assassinat de Ali Msili ici, à Paris, qui est encore là. Donc nous n'avons pas réglé ce problème historique, politique et démocratique, nous n'allons pas bouger. Il y a une multitude de populations, multitude d'ethnies, multitude de cultures
et 10 000 années d'histoire. Nous devons respecter ça, nous devons nous mobiliser tous pour faire chuter cette dictature impitoyable, indue, qui n'a pas le droit de diriger ce pays. Merci à vous tous. Il y a des... Il y a deux inscrits pour le moment, il y a Senhaja, après Belaïd. Il y a Belaïd, et puis Idir après. C'est très alaikum. Moi, je suis venue vraiment parce que c'était nécessaire et qu'en ce moment, le mouvement, il est en train de... Je me dis, il ne faut vraiment pas qu'on déprime et qu'on se soutienne. Voilà, pour vous dire, j'ai laissé ma fille dans la baignoire et j'ai fermé partout. Non, mais ce n'est pas pour vous raconter ma vie, pour vous dire l'importance de se retrouver. C'est ça qui m'a ramené à venir. Je pense que l'état des lieux, on le connaît, tous et toutes. Même ceux qui ne connaissaient pas les 2 ans, même j'ai pas sans mépris aucun, même l'illettré politique, donc je parle pas les gens qui ont 30 ans de militantisme politique. Donc voilà, il faut faire l'état des lieux, il faut faire des textes. Hein, je suis pas, parce qu'on avance aussi en faisant des états des lieux. Et moi, il me semble qu'aujourd'hui, il y a 2 choses. Il y a le retour décomplexé de la dictature en Algérie. C'est-à-dire, autant au début c'était timide, machin, là c'est imposé et c'est soutenu. Et c'est soutenu par les Macron, par tous ces courants-là qui, au nom de la chasse des migrants et des islamistes, etc., on laisse l'Algérie faire ce qu'elle veut à son peuple. Alors que faire, c'est ça? Moi je pense que c'est là la question. Et il me semble, autant sur un projet politique, la question du MAC, de Rached, de l'autonomie, l'indépendance, tout ça c'est des débats de société qui ont lieu d'être aujourd'hui, pas demain. Il n'y a pas la question des droits des femmes, on n'attend pas l'indépendance de l'Algérie pour y parler, il n'y a pas de souci. Mais il me semblait qu'aujourd'hui, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la libération de tous les détenus politiques. Et ça, il faut qu'on arrive, excusez-moi, je ne veux vraiment pas ni donner des leçons ni quoi, mais quand on a un sujet comme ça, ciblé, qu'on se ramasse autour de ça pour sortir avec quelque chose. Parce qu'autour de cette table, je connais, attendez, 70% de la salle, si chacun de nous parle, il a des choses à dire, et je suis certaine, tous autour de cette table, on a des... Mais par contre, il faut qu'on apprenne. Là, on est venu sur les détenus. Comment faire? Comment ramener des gens? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire à la rentrée pour qu'il y ait un autre collectif qui est né, dans lequel il y a Baker, il y a nous dedans. Donc, comment faire pour qu'il n'y ait pas des groupes par-ci, des groupes par-là, et qu'on soit ensemble, ne serait-ce que sur la libération des détenus, quelle qu'elle soit leur idéologie, quelle qu'elle soit leur couleur politique. Ça, on pourrait y arriver. Un premier pas. Et je conclus, nous ne pouvons pas faire la politique comme s'il n'y avait pas la Covid qui tue en Algérie. C'est pas possible. Il faut qu'on réfléchisse à faire, je ne veux pas faire le réel politique, je déteste ce mot, mais c'est une réalité. Comment arriver à ce qu'on ne braque pas des gens par rapport à... On parle des détenus, alors il voulait que le village mette. Donc il faut qu'on arrive à construire une pensée. On sort avec quelque chose pour que, effectivement, aujourd'hui, le harak, pour X raisons, il est arrêté, mais je pense qu'il n'est pas mort et qu'il attend qu'on se renforce. Et nous, on peut être sans prétention aucune, parce que c'est pas parce qu'on est plus intelligent, pour la simple raison qu'on peut se réunir dans une salle comme ça et qu'en Algérie, ils sont réprimés. Merci. C'est un message en Hadja. Merci. Bon, je vais me lever. Azouf Lawal, salam alaikum Mara. Je rebondis sur ce qu'elle vient de dire, Senhaja. C'est ce que j'allais dire, enfin, mais un peu. C'est vrai que ma question, c'est que vous nous avez appelés. Il y a des organisateurs qui ont fait cet événement.
Apparemment, il est exclusivement pour les détenus. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut rester autour de ce sujet. Parce que si on continue à faire des prises de parole, chacun raconte ce qu'il sait sur l'Algérie, il me semble que l'actualité, tout le monde est d'actualité pour ça. Après aussi, j'ai une autre question ou un constat à faire, c'est que si on est réunis aujourd'hui, soit c'est pour parler des détenus, il faut qu'il y ait une suite. Parce que si je vous fais, vous le savez tous, et tout le monde là est peut-être organisateur, initiateur ou dans une organisation des événements qu'on a fait avant. Ça fait 2 ans. Alors des marches, des rassemblements, des déplacements à Genève, des déplacements à Strasbourg, des déplacements à Bruxelles. Et juste, on est là à scander des slogans, à déposer des rapports, à faire ceci, à faire cela. On rentre chez nous et on ne sait pas, même pas ce qu'on a fait. On parle de ça comme si c'était juste un événement ou une histoire. Est-ce qu'il y a eu des suites? Est-ce qu'il y a eu des suites par rapport à tout ce qu'on a fait? C'est ça le problème. C'est pour ça que je pense que notre révolution, vraiment, elle patine. Il faut qu'on fasse des programmes ou un programme pour chaque événement et une suite pour chaque événement. Si on a, par exemple, je parle de l'événement de Genève, on a fait un événement sur Genève, il faut qu'il y ait une suite, on a déposé un rapport, il faut qu'il y ait une suite, il faut qu'on les suive, quitte à ce qu'on les appelle, on les harcèle, on va et on repart chez eux, mais il faut qu'il y ait des suites, parce que les événements, c'est pas ce qui manque, ce qu'on a fait. On a fait des milliers d'événements, entre marches et rassemblements, et des rapports et tout. Si on est là aujourd'hui et on va faire, mais on va faire quoi? Elle nous a lu un truc, un article, ce qu'elle a préparé, Chafia, c'était extra. C'est des choses qu'on connaît tous, mais c'était bien. Quand même, elle nous a donné, bon, j'ai entendu certains noms déjà que je connais pas. Mais c'est bien. Mais la suite, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que ces gens qui ont organisé là, qu'est-ce qu'ils attendent de nous tous? Et on va essayer de voir, parce que bon, peut-être il n'y a pas beaucoup de gens qui sont venus, et il y a beaucoup de gens qui sont au courant, parce que beaucoup de personnes m'ont contacté déjà par rapport à cet événement. Et ils sauront ce qu'on a dit aujourd'hui. Ils vont être avec nous. Il faut éviter aussi le multi-groupe, faire des dizaines, je sais pas, des groupes de 2 personnes, de 5 personnes. L'essentiel, c'est moi je suis collectif X, Y, Z, moi je suis collectif ABCD, moi je suis collectif Mohamed Yahya, et ainsi de suite. Pour faire quoi? Pour faire rien. Il faut l'union, une vraie union. Une vraie union. C'est pas, allez, on fait un rassemblement, allez, on s'unit, on fait une réunion, on parle, je sais pas, et on s'unit, on est unis et tout, et on sort d'ici, chacun part et personne n'appelle l'autre, personne ne suit l'événement. C'est ça le problème, notre problème, depuis le début jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il nous faut une union. Au moins, il y en a quand même des personnes, on se connaît entre nous, qui ont le même objectif. Même, si on n'a pas le même chemin, même pas le même chemin. Moi, je prends la gauche, toi, tu prends la droite. L'autre, il prend le milieu, mais on a le même but. Alors, on peut s'unir au moins sur le même but. On a un pouvoir qui est en train de réprimer. C'est pas pour redire ce que tout le monde a dit. Tout le monde le sait ça. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On a des gens qui sont en prison actuellement. On ne sait même pas s'ils sont protégés de cette pandémie. Des gens qui sont à l'extérieur, déjà libres, ils sont en train de mourir comme des mouches. Alors, ces détenus, leurs familles, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, qu'on commence, si vous avez un programme et tout, c'est pas pour enlever la parole celui qui veut parler, mais si on peut commencer par rapport à ce que vous avez mis en place. Avant le programme, on va laisser parler déjà Ibi. Bonsoir tout le monde. D'abord, je félicite le comité de la libération de tous les détenus politiques et d'opinion. Cet élargissement est nécessaire en fonction de ce qui nous attend tous. C'est vrai que tout est dans l'union, mais je crois que, comme l'on dit très bien, je crois que c'est Sanhaja et je sais pas qui a dit que
on doit être opérationnel tout de suite sur ce qui nous lie tous et ce qui nous rassemble tous aujourd'hui. Nous ne sommes pas là à décliner des analyses politiques et chacun a sa lecture des événements, chacun a sa vision des choses. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que il me semble que nous avons des détenus politiques ou d'opinion, ça dépend, c'est deux choses différentes. Le détenu politique, c'est quelque chose, le détenu d'opinion, c'est autre chose. Moi, je pense d'abord, particulièrement aux détenus qui me tiennent à cœur, je n'ai pas d'état d'âme là-dessus, j'ai défendu même Samir Belarbi publiquement, c'est un islamiste, donc j'ai pas moi, personnellement, d'état d'âme à défendre les gens de ma région. Donc j'ai pas d'état d'âme là-dessus, il faudra dépasser ce petit souci. Ça, c'est deuxièmement. Et je terminerai par dire que il faut non pas une unité d'action, mais il faut, je pense, une union pour la défense de ces détenus politiques et d'opinion. C'est vital. Par contre, si je peux me permettre, c'est qu'il faudrait peut-être qu'il y ait un lien, soit par votre comité à vous, pour donc la libération, par d'autres qui vont naître, probablement, c'est inévitable, avant la synergie, et trouver les moyens adéquats pour faire avancer les choses. Et puis là, c'est tout un programme que ceux qui sont chargés de suivre ces projets-là, c'est qu'il ne faut pas que nous dépassions le périmètre dans lequel leurs avocats doivent nous enfermer. Ça, c'est très important à prendre en considération. C'est surtout ça qui fera la différence. Il ne faut pas gêner la défense de Hamoud, de Nordin, de tous ces gens-là. Nous sommes tributaires de ça. Et évidemment, je voudrais terminer juste, et pour terminer juste, c'est qu'inévitablement, ce que nous faisons ici, chacun à sa juste place, là où il est, il faudra à un moment donné politiser, mais sur un consensus global. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop d'idéologie, sur un consensus, sur des constats qui doivent être reformulés et trouver les éléments de langage pour tous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Je pense qu'il y avait des éléments dans la première intervention par rapport à beaucoup de questions qui ont été posées. Pour revenir, l'identité particulière du CLDO, c'est quoi? C'est à la fois l'engagement que nous avons de défendre tous les détenus, quelles que soient leurs opinions, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils ont été victimes d'arbitraire, mais en même temps, d'un autre côté, nous avons la conviction et nous avons cette lecture et nous pensons que notre devoir est d'alerter sur ça, c'est qu'il y a une cabale, c'est qu'il y a un plan extrêmement dangereux qui est en train d'être déroulé en Kabylie et nous ne voulons pas faciliter les choses. Voilà l'identité particulière de notre comité. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que et d'ailleurs il y a des passerelles avec les autres comités, et le souci d'union que vous exprimez est une bonne nouvelle. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'intervention. C'est une bonne nouvelle qui est perceptible. Qui est perceptible. Non, c'est vraiment autant dans des phases anciennes, c'était quelque chose qui n'existait pas, qui ne se percevait pas. Autant maintenant, on sent cette volonté de converger et de constituer une force. D'accord? Donc, on comprend que d'autres ne peuvent pas avancer sur certaines questions ou qu'ils ont d'autres lectures, comme tu l'as dit hier. Mais on affirme une chose, c'est que nous avons une lecture, nous avons la conviction qu'il y a une volonté de plonger le pays dans le chaos en fracturant la Kabylie et en élargissant cette fracture au niveau de la Kabylie pour l'étendre à d'autres régions du pays. C'est la lecture que Ounas Smith Nassar a donné des illustrations un peu plus larges que ce que j'avais dit au départ, et ça c'est un véritable danger sur lequel il faut travailler. Si on ne dit pas à l'assassin, si on ne bloque pas la main de l'assassin, si on ne freine pas ses plans, eh bien, ils avancent dans la société. Donc voilà l'identité particulière, si je l'ai bien résumé américain, de notre comité. Autant notre engagement est total sur la question des droits de l'homme, exactement comme tu l'as dit, autant notre souci, c'est de déjouer quelque chose qui est en train de se dérouler, qui prolonge, bien sûr, qui prolonge des racines fondatrices, qui des éléments fondateurs
le mythe du séparatisme kabyle est un élément fondateur du régime algérien. Et c'est pour ça qu'on a tenu à constituer et qu'on a formalisé notre lecture dans une déclaration constitutive qui donne ce cadre de lecture. Ça ne nous isole pas des autres, mais ça définit notre mission particulière. Je connais des gens qui sont prêts à s'engager sur la question des détenus, mais qui, sur ces lectures-là, ne peuvent pas venir. Et c'est compréhensible. J'aimerais ajouter quelque chose. J'aimerais ajouter quelque chose. Le séparatisme kabyle n'est pas seulement le fantasme du pouvoir, enfin le boulot là, c'est aussi celui de beaucoup de démocrates algériens. C'est ça le sujet aussi. Ça, il faudrait qu'on les interpelle. Et c'est pour ça que la question des détenus kabyles pose la question démocratique en Algérie. Il la pose, il l'incarne même. Parce qu'on est gêné, certains sont gênés pour défendre ces détenus. Hein? Hamou, on peut le défendre parce qu'il parle d'Algérie. Bouaziz pose le problème. Parce que Bouaziz, il est peut-être pas, il interroge l'Algérie. Bouaziz Aït-Choubib interroge l'Algérie. Hamou, il est dans l'Algérie. Donc Hamou, on a tendance à le défendre, oui. Et Bouaziz, on ne sait pas s'il faut le défendre. Alors qu'il n'a jamais levé la main sur quelqu'un. Donc, ces détenus-là, il faudrait que les démocrates algériens se regardent en face. La démocratie, c'est aussi ça. Les droits de l'homme, c'est aussi ça. Quand on a des propositions politiques, on peut les mettre sur la table, quelles qu'elles soient, même si vous n'êtes pas d'accord. Mais tant que c'est dans la non-violence, ils ont le droit à la parole. Ils ont le droit à la défense. Parce qu'on en a entendu chez les démocrates et les hiératistes. Ah, hadouk talqbay, hadouk, les radicaux, hadouk, mendiouch. Ah oui, mendiouch. Ça, il faudrait qu'on le pose. C'est pour ça que cette question des droits des détenus, comme vous l'avez dit tous, bien sûr, c'est une question des droits, il faut la poser comme ça, mais elle est liée aussi à la question politique. Elle est liée aussi à la question politique, et même si on a des tendances différentes, parce que vous avez parlé d'union, vous avez raison de parler d'union, mais l'union, ce n'est pas une notion abstraite. L'union, elle ne se construit pas, c'est pas après à l'arbre, c'est une construction. Et la construction nécessite du débat, y compris idéologique. Le débat dont vous avez peur, il faut le poser sur la table. Tant que vous ne l'avez pas posé, il n'y a pas d'union. D'accord? Il faut poser clairement les sujets. Il faut une concertation. On en parle. On n'est pas des sauvages, on peut s'entendre sur l'essentiel, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas dire non, 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 on ne parle pas de ça. On parle de tout, on parle des femmes. Ok? Ce n'est pas un sujet tabou. On parle de la religion. Ça ne doit pas être un sujet tabou. Ce n'est que comme ça qu'on va construire l'union et la concertation. Pas autrement. Pas autrement. Mais ce qui se passe maintenant, la question sanitaire, qui est un scandale absolu. Je vous assure qu'aujourd'hui, j'ai appelé quelqu'un du RCD de là-bas. Miras, comment il m'a dit, bon, on a fait un communiqué. Oui, mais j'ai vu le communiqué, mais aussi on peut faire un joli communiqué. Mais enfin, avec tout ce qui se passe, est-ce qu'on n'est pas en droit de demander au moins la démission de ce gouvernement? Que les forces démocratiques, au moins ça, donc c'est civil. La population est en train de mourir. Et ils regardent, ils sont contents, je ne sais pas quoi, ça les dérange pas, ils s'en occupent pas. Et on ne demande pas au moins leur démission, au moins les ministres. Le président de la République, il n'est pas passé à la télévision, mais c'est quoi ça? Alors, qu'il fasse au moins un écrit. Pardon. Je termine, qu'il fasse au moins un écrit entre partis politiques, c'est ce que je lui ai demandé, de toute cette tendance démocrate dans l'opposition, pour au moins avancer, mais au lieu de faire des trucs timorés dans notre coin, c'est pas possible. Comment vous voulez, la lutte politique, c'est ça enfin. Alors je ne sais pas ce que ça va devenir tout ça. Moi, je voulais rajouter un mot là-dessus aussi, c'est-à-dire que ça a été dit, effectivement, le mouvement populaire, le mouvement citoyen algérien était en recherche
même si c'est pas une bonne, j'aime pas ce type d'analyse, mais d'un nouveau souffle en tout cas. Et ce nouveau souffle, nous on a la conviction qu'il ne peut passer que par la réflexion, par l'échange. C'est-à-dire que, et on a cité Hamoud Boumdine et Bouaziz Al-Chebib, et puis je ne connais pas tous les détenus, mais ces deux détenus, ils inspirent le respect pour trois raisons de mon point de vue. D'abord parce que c'est des hommes de conviction, et quelle que soit leur conviction, nous, notre position, c'est de dire que les convictions, elles se discutent, les positions, elles se discutent, elles ne sont pas... on peut en avoir des différentes. Et c'est des hommes de conviction, c'est des hommes de pacifisme. Leur choix pour aboutir à leur projet politique, c'est la voie pacifique et l'unité, la recherche de l'unité. Moi, je ne partage pas tout avec ces trois militants, avec ces deux militants, mais j'ai remarqué, on les a découvert relativement tardivement, leur ouverture, leur volonté de discuter avec tous. Et donc, dans leur démarche, ils montrent bien cette voie-là. C'est ça qui est important. Quand nous, on a fait le petit rassemblement qu'on a fait devant l'ambassade le 5 juillet, ou je sais plus, le 12 juillet, le 12 juillet, moi, on était une cinquantaine, mais j'ai été frappé par la diversité. Il y avait tous les courants démocratiques, ou à part un ou deux camarades qui n'étaient pas là pour une raison de rando, tout à fait respectable, il n'y a pas de souci, mais on était tous là. Donc il y a bien ce besoin de se rassembler, de discuter, il est là. Donc, mais il ne faut pas qu'on reste l'unité pour l'unité, c'est pas possible. Qu'on soit d'accord, qu'on dise, qu'un démocrate dise, il faut se rassembler pour demander la libération des détenus d'opinion. L'Algérie de 2021, j'espère qu'elle est capable de produire des gens qui sont capables de dire qu'il faut respecter quelque opinion qu'il soit. Ça, c'est un minimum. Mais il faut qu'on aille plus loin. Les 2 ans qui viennent de s'écouler, on a fait des pas énormes. Hein, on ne va pas faire du chauvinisme, se taper sur la poitrine, sur les mouvements algériens qui a forcé le respect, etc. de la planète, mais il y a l'un des retards, c'est notamment cette capacité à dire les choses, à discuter, à avancer et à aller plus loin dans l'interpellation du pouvoir, c'est-à-dire ce que vient de dire Malika, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, là, on tourne en rond. Et pour la rentrée, moi, je pense que moi, j'espère que nous allons trouver les ressources pour une recomposition des forces démocrates de notre camp, pour être plus efficace, pour aller plus au bout des choses. Moi, je suis ravi d'entendre Habib, d'entendre Selhadja, d'échanger. Il y a des choses importantes. C'est pas aussi simple, c'était pas aussi imaginable que ça. Il y avait pas. Moi, je me souviens pas d'avoir assisté à une réunion. Il y a Yassine, etc. Donc, c'est pas rien ça. Et donc ça, il faut le continuer sur les choses de base, qui sont évidemment la question de principe de la libération des détenus et de refuser toute négation des droits de l'homme telles qu'elles sont faites aujourd'hui en Algérie. Mais à mon avis, on ne sera pas à la hauteur de la situation si on ne va pas plus loin dans les discussions entre nous sur le futur qu'on veut pour cette partie de l'Afrique du Nord. Voilà. Bien sûr. Est-ce que je peux m'inscrire après toi? Alors, Azoul, tout le monde, bonsoir. Moi, c'est rare que je prends la parole, mais là, je vous entends parler d'unité et d'union, et ça m'interpelle énormément. Bien sûr qu'on a des détenus, on les connaît, on sait tout, hein, donc on s'apprend rien. Peut-être les dernières nouvelles, mais pour l'union, déjà, je suis très étonnée. Ici, je connais juste quelques personnes. Et je suis très étonnée parce que moi-même, j'étais, on va dire, l'initiatrice de l'appel au 17 février à République. Et on était nombreux. Et je ne les vois pas aujourd'hui. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas là. Donc, voilà. Et, c'est une initiative qui a été prise très... oui. Non, mais on est dans des groupes, Messenger, etc. Moi, j'aurais aimé voir les gens du FFS, j'aurais aimé voir les ripostes internationales, j'aurais voulu voir les progressistes. Les progressistes, bien. Yacoub a été contacté.
D'accord, ok. Mais bon, il y a d'autres personnes qui ne sont pas au courant. Donc voilà. Bon, d'accord, merci Chafia. Et donc, comment on peut s'unir si on n'est pas tous unis aujourd'hui? Voilà. C'était ça ma question. Merci. Morad, je suis désolée, je dois partir, mais je suis. Voilà, je donne peut-être mon mail. On a signé aussi l'appel avec le FIC, là, comment il s'appelle le Fikra. Comment il s'appelle le liesse? Moi, c'est Front International contre la répression en Algérie. Je voulais juste ajouter quelque chose. Ce à quoi nous assistons autour des arrestations de Bouaziz et de Hammo, c'est pas nouveau. Pourquoi? Rappelons-nous que sur la place de la République, il fallait se battre pour que les militants souverainistes et indépendantistes aient le droit de prendre la parole. Il faut qu'on se souvienne que des gens disaient qu'ils n'avaient rien à avoir, qu'ils n'avaient rien à faire sur la place de la République. Il faut qu'on s'en souvienne. C'est-à-dire que le pouvoir, il n'est pas en train d'inventer des choses à partir du vide. Il a fallu se battre, même physiquement, pour les défendre. Et il y a une continuité entre les deux choses. Si on ne comprend pas qu'il y a une rupture à faire à notre niveau sur ce plan-là, justement, c'est ce qu'ont dit plusieurs camarades. C'est-à-dire que c'est accepter le débat, avoir des exigences de refus de la violence, de refus de la confrontation, de respect mutuel, de convivialité, de vivre ensemble, etc. Mais on ne peut pas disqualifier des idées. Surtout dans un mouvement de masse, c'est un mouvement de masse. On peut avoir l'ambition de rassembler, disons, des gens qui se définissent sur les mêmes positions fondamentales. Disons que, par exemple, on va appeler un groupe démocrate parce qu'on se définit sur le respect de la souveraineté populaire, etc., etc. Un tas d'éléments. Mais dans le mouvement de masse, on ne peut pas disqualifier des gens. À partir du moment où quelqu'un est algérien et qu'il porte une idée, eh ben, il a le droit à l'expression. Et ce qui se passait sur la place de la République portait déjà l'exclusion. Parce que quand on refuse à quelqu'un d'exprimer ses idées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, on va lui imposer des choses. Si je lui refuse de parler aujourd'hui, demain je suis au pouvoir, je vais lui envoyer les gendarmes, je vais lui envoyer les militaires pour qu'il se taise, pour qu'il ravale ses idées. Et ça, on ne l'a pas compris suffisamment à temps. C'est ça les retards qu'il y a, et c'est ça qui conforte le pouvoir. D'ailleurs, quand il y a eu la fameuse décision du Haut Conseil de sécurité, l'instance consultative, je pense qu'il y a des gens qui ont dû réfléchir à leurs interventions à la place de la République. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre ce qu'ils disaient sur la place de la République et l'argumentaire du HCS. Les gens qui ont braqué sur certains groupes, etc. Donc c'est important qu'on revienne aux politiques. On ne peut pas se limiter simplement à la question des détenus. On ne peut pas simplement faire une ligue des droits de l'homme. On peut. On peut se limiter à ça. Et c'est pour ça que l'article 87 est passé. L'article 87 bis est passé à cause de la passivité des gens. C'est un scandale. Comment c'est possible qu'un article pareil puisse être accepté? Comment c'est possible? C'est impossible. Il faudrait pas, à mon avis, américain. Maintenant, c'est une discussion. À mon avis, très rapidement, il ne faut pas que l'article 87 bis devienne l'article 120 d'un certain temps. Moi, à mon avis, il y a quelque chose à réhabiliter très rapidement et avec force. Juste pourquoi? À partir du moment où le pouvoir a commencé à reprendre des forces, ce qu'il a stigmatisé en premier, c'est Ibn Hawga. C'est ce qu'il a stigmatisé en premier. C'est nihiliste, c'est dangereux, c'est jusqu'au boutiste, etc. Si on revient à ce mot d'ordre-là, Ibn Hawga, c'est la solution. La crise du Covid, Ibn Hawga. Les détenus, Ibn Hawga. Les attentats au droit, Ibn Hawga. La crise économique, Ibn Hawga. Et si on reste sur ça,
et bien ils partiront. Une minute, moi c'est juste une minute. Le 87 bis a une particularité, c'est qu'ils disent à l'intérieur, d'abord il a été promulgué par une ordonnance, dans la cohérence politique, à partir du moment où la majorité du peuple algérien ne s'est pas exprimée, a refusé de voter, pour moi cette élection elle est frappée de non-sens, elle n'est pas représentative ni légitime. Le 87 bis, ils disent à l'intérieur sur la voie constitutionnelle. C'est-à-dire que même la pensée d'un intellectuel académique est criminalisée de fait. Bien sûr, mais c'est ça le scandale. Donc, ça, et en plus du scandale, excuse-moi Malika, en plus du scandale, c'est qu'elle a été votée, elle a été promulguée, pardon, par ordonnance. Donc voilà. Et puis c'est un gros débat qu'il faudra avoir inévitablement. Le fameux article 30 aussi. Eh oui. Exception, c'est... Oui. Il y a un qui est là qui veut parler sur le... Bien sûr. Sur laquelle part. Moi, je vais peut-être, comment dire, aller un peu à contre-courant. Oui. Moi, je suis complètement d'accord avec Malika quand elle dit qu'il faut parler de tout, mais à mon avis, il faut ajouter aussi, il faut savoir où et quand. Moi, je suis venu pour une réunion pour la libération des détenus d'opinion, et ça a du sens. Je veux dire, en soi, donc je sais très bien que je suis venu pour voir comment on peut aider à la libération de ces détenus qui sont incarcérés, poursuivis en raison de leurs opinions, qui n'agréent pas le pouvoir, et discuter dans la diversité de nos visions, de nos projets, de nos idéologies éventuellement, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Quand j'entends qu'il ne faut pas multiplier les collectifs, mais s'unir, moi ça me fait peur. Moi je dis qu'il faut multiplier les collectifs. Même s'il y a 3 personnes qui forment un collectif pour la libération des détenus, c'est très bien. Bon, voilà. On n'est pas tenu à une unicité dont on a souffert et dont on continue à souffrir. Pour moi, il y a 2 choses importantes à discuter dans ce cadre-là. Et puis, il faut se demander aussi, parce qu'on a tendance à dire, oui, les gens se démobilisent, ils ne viennent pas, etc. Il faut se demander aussi si ce n'est pas nos démarches elles-mêmes qui ne sont pas suffisantes. Les gens, moi, parfois, j'étais tenté de sortir, là, tout à l'heure. Voilà, mais je suis resté parce que je me suis dit, je vais dire... Il ne faut pas non plus interpeller les gens comme ça. Il faut laisser les gens libres dans leur adhésion, dans leur... Pour moi, il y a 2 choses importantes qui sont à notre portée. Je dis bien à notre portée, parce qu'on peut faire de grands discours, mais qu'est-ce qui est à notre portée? Il y a plus de 300 détenus d'opinion, c'est pour eux qu'on est... D'abord, concernant, je vais faire une petite parenthèse, concernant le Hirak, le reflux du Hirak, etc. Moi, je crois qu'avec ce qui se passe avec cette pandémie, avec l'organisation citoyenne des gens qui sont en train de pallier l'impéritie de l'État, je crois que le Hirak est en train de plier, mais il se débrouille autrement. Ce mouvement de solidarité citoyenne, pour moi, c'est la revanche de Hirak. C'est vraiment la revanche de Hirak, et il faut songer à l'appuyer, à trouver les moyens de l'appuyer. Malheureusement, il n'est pas politisé. Mais pour revenir aux détenus d'opinion, qu'est-ce qui est à notre portée ici et maintenant? 2 choses. D'abord, leur montrer, il faut que ça leur parvienne, qu'on pense à eux, qu'on les soutient. C'est hyper important. Il faut qu'ils sachent
y a des gens qui sont en train de travailler pour, en solidarité avec eux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce qui est effarant, c'est que les gens ne le savent pas à l'étranger. Donc, on a une mission d'information. C'est pour ça que je dis qu'il faut multiplier. Si chacun arrivait à informer par ses moyens, par ses réseaux, par ses circuits, etc., qu'on sache qu'il y a des gens qui sont détenus arbitrairement en Algérie en raison de leurs opinions, on a déjà fait un grand pas, à mon avis. Voilà. Et puis, il faut aussi, à mon avis, savoir entreprendre des choses qu'on peut réussir. C'est pas de se réunir, de dire oui, de sortir toute notre indignation, nos colères, etc., puis repartir chez soi et revenir éventuellement ou pas à une autre réunion. Voilà. Alors, je vais l'arrêter. Monsieur Habib, il est à côté. Saïd va le avant parce que Saïd n'a pas intervenu. Il y a Saïd qui n'a pas parlé. Oui, je n'ai pas parlé du tout. Alors vas-y, parle. Saïd et Fran, et puis après on finit avec Moi, c'est par rapport à. Non, je vais parler comme ça, je vais enlever cette commentaire. Donc, c'est par rapport à ce que tu as dit, Tnhaouga. Effectivement, moi, les jeunes de chez moi, de ma région, m'ont interpellé par rapport à la pandémie. Donc, ce sont les membres du Hirak de là-bas qui sont en train de s'occuper justement de la pandémie, etc., d'organiser les choses. Et quand j'ai discuté avec eux, je leur ai dit, j'ai glissé le truc de la politique, ils m'ont dit, la pandémie, de toute façon, on est en train de préparer le retour du Hirak en essayant de perdre le moins de gens possible, etc., que les gens soient bien portants pour que la bataille reprenne. Voilà ce que je voulais dire. Ça, ce sont des jeunes de là-bas qui me l'ont dit ce matin. Voilà, j'ai fini. Bravo. Moukharan. Vas-y, Moukharan, vas-y. Tu peux parler, où est le micro? Le micro, il est où? Je sais pas ce que je veux. Habib qui l'a. Il a fait un coup d'état. Un putsch. Il a fait un putsch. Voilà, donc tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette action-là, parce que c'est pas évident d'appeler tout le monde, de venir plein juillet et bientôt août, etc. Donc voilà, c'est pas facile d'appeler, d'avoir cette démarche pour appeler des gens à parler sur un sujet à une date précise, dans un lieu bien précis. Donc c'est pas évident, mais je sais que j'ai vu que l'appel a été quand même globalisé au maximum de personnes. Donc, et j'aimerais vous raconter une anecdote par rapport à une personne qui n'a pas été contactée, et juste pour vous donner le résultat, et juste pour vous donner la température, on va dire, à chaud. Vraiment, la température du terrain, c'est un message que j'ai reçu il y a 10 minutes. C'est pour vous dire où est-ce qu'on est. Moi, des fois, sincèrement, vraiment, j'hallucine. Donc voilà, j'ai noté des mots qui ont été prononcés, divergence, démocratie, etc. Et aussi, le mot union a été évoqué, mais on n'arrive pas. On n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Tout le monde n'ose pas. Tout le monde n'ose pas crever l'abcès. Sincèrement, j'ai préparé quelques éléments de langage, comme on dit, et même un petit passage du livre de Mohamed Benchiko, mais là, je me suis rendu compte que finalement, on est vraiment dans une situation où on n'est pas là pour faire un discours, pour dire qu'on est d'accord ou pas. On est là pour dire ce qui se passe sur le terrain. Et ce qui se passe sur le terrain est la chose suivante. C'est qu'on parle d'union, mais on ne parle pas de divergence. Et quand on parle de divergence, on ne parle pas de démocratie. Parce que le mot démocratie, politiquement, il a un poids et qui est porté par un certain nombre de militants. Enfin, nous sommes tous ici, je pense qu'on porte tous cette notion de démocratie, l'union dans la divergence. Enfin, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on ne se donne pas rendez-vous au Djebel, on se donne rendez-vous au Parlement. Donc voilà, c'est comme ça qu'on réfléchit en fait. La démocratie, c'est ça. Donc rien que ce discours-là peut diviser, peut
peut diviser cette union. Et on n'arrive pas. Et on n'arrive pas. Donc vous avez, je pense, deviné vers quoi je me dirige, c'est le fameux khawawisme ou fraternisme, khawa, etc. Donc c'est un sujet qui revient souvent. Donc j'aimerais vous poser une seule question. Est-ce qu'on parle d'union de nous tous les démocrates, ou bien de l'union de nous tous algériens pour lutter pour la libération de tous les détenus politiques et d'opinion? Donc ça, c'est la démarche est vraiment, pour moi, très importante. À partir de ce socle-là, on peut définir une sorte de plateforme commune et que, effectivement, la multiplicité comment dire, j'allais dire des agoras, la multiplicité des collectifs n'est pas une tare. Bien au contraire, un collectif sait faire quelque chose que l'autre collectif ne sait pas faire. C'est comme ça. Les actions qui ont été menées à Genève il y a quelques mois ont été menées grâce à 2-3 collectifs. Donc il n'y a jamais eu une action qui a été faite par un seul collectif. Mais il faut qu'on se mette d'accord sur quelle démarche on est. Est-ce qu'on est dans une démarche de khawawisme, de fraternisme, ou bien est-ce qu'on est dans une démarche d'union, de démocrate vers un but bien précis? Monsieur Dom, j'annonce que le bâtiment va fermer ses portes. Oui, on va fermer. Il est 10 minutes, on a terminé. C'était ce que l'on s'était dit, monsieur. Merci. Oui. Yacine, qui n'a pas pris la parole, et puis après on va conclure. Mais... Akhila doit parler. C'est un coup d'État, ça. Bon. Très vite. C'est la situation rapidement. Zul Flaoun, de toute façon, je ne vais pas tarder. Je voulais juste dire 2-3 mots. Déjà, merci pour cette rencontre parce que c'est important qu'on la fasse. Et à mon avis, c'est une première, donc c'est pas la dernière. Et donc, c'est pas à l'issue de cette rencontre qu'on va régler tous les problèmes. Et vous le savez tous qu'il y en a énormément. La situation n'est pas facile, elle est même dramatique. L'idée, ce n'est pas d'être pessimiste, mais de me rapprocher le plus possible de la réalité. Effectivement, le constat, on l'a tous fait, on peut faire le même constat, mais on n'aura pas nécessairement les mêmes interprétations, les mêmes lectures politiques. D'où l'intérêt justement de laisser les uns et les autres exprimer leurs idées, et c'est très important. Effectivement, c'est un comité pour la libération des détenus politiques qui est le résultat de l'arrestation de Mohamed Bouaziz et les autres, Boussad, Hussein Azem, Ahmad Khoudja, et puis j'allais dire en fait il y a une urgence, mais finalement on a toujours vécu dans l'urgence depuis toujours. Mais ce qui est important, c'est que ces détenus ils sont pas de simples militants en fait, c'est un peu les phares de notre parcours, de notre activité politique, et dans cette idée d'arriver un jour à une Algérie libérée déjà, et puis la Kabylie, c'est encore autre chose. Ce n'est pas le sujet. Je voudrais dire, le comité d'un soutien, en général, il n'y a pas mille et une solutions. Donc, la Guinée des Français, c'est une question de mobilisation, d'informer, de faire des rapports. Et après, pour ce qui est de la situation en Algérie, je pense qu'on pourrait la discuter dans d'autres contextes. C'est vrai, il faut vraiment se focaliser sur ce que le comité pourrait faire éventuellement, et sur ce que nous, on pourrait apporter comme soutien, qu'on soit individuellement, qu'il soit individuel ou collectif. Donc voilà, vu que le temps nous est compté les Guinéens, donc j'aurai l'occasion d'exprimer un peu plus mes opinions. Voilà, Tenmer Fenoun. Akhila, et puis on va... Merci de m'accorder la parole une seconde. Je ne vais pas trop prendre votre temps. Évidemment, j'adhère complètement à ce qui a été dit jusque-là concernant la libération des détenus. Il n'est jamais très mauvais de faire le constat à condition d'être objectif et de remettre en question, de se remettre en question et de remettre en question les actions qui ont été menées et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Si on n'est pas capable de faire le bilan et de s'auto-interroger sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, on ne peut pas avancer. On dit bien que l'échec est source de progrès, mais faut-il encore interroger les sources de l'échec?
Moi, les questions que je me pose par rapport, ne serait-ce que sur la mobilisation sur les détenus, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire en termes de faisabilité et qu'est-ce qu'on n'a pas su faire jusque-là, parce que je pense qu'on s'est tous, pour en tout cas la plupart d'entre nous, engagés dans des actions qui ont été à la fois énergivores et chronophages, mais sur lesquelles on n'a pas pu capitaliser, parce que certes il y a un pouvoir qui est bien tenu en place et qui fonctionne très bien au final. On n'a pas l'impression qu'il se fissure et on n'a pas l'impression qu'il perd de pied. Même là maintenant avec la pandémie et avec je sais pas par combien on compte nos morts, mais en tout cas il y en a beaucoup. Voilà, ça c'était pour le premier chapitre, mais je pense qu'il y a une petite déformation professionnelle parce que moi je suis quand même très sensibilisée par rapport à ce qui se passe en Algérie actuellement, ne serait-ce que par rapport à des questions d'urgence sanitaire, des questions vitales. Il y a des familles entières qui sont en train d'être disséminées à cause de la pandémie. Il y a des collectes qui sont un peu partout dans le pays. J'ai l'impression quand même il y a quelque chose qui me fait peur parce que on est en train de refaire exactement la même chose, c'est-à-dire il y a une multiplication des initiatives, les gens sont un peu perdus, mais en tout cas moi je tenais à porter ou en tout cas à défendre l'une d'entre elles, même si toutes elles sont louables. Il s'agit de fournir le CHU de Tizi Ouzou d'un générateur en oxygène. La commande elle est déjà passée, la cagnotte elle est déjà en cours. Normalement, ce générateur devrait être installé d'ici une vingtaine de jours. Nous avons les dates, nous avons les devis, donc il faudrait juste aider. Il s'agit la somme exacte à récolter est de 67 000 €. Les personnes sont identifiées, le projet est identifié et les transferts d'argent vont se faire entre deux associations, à savoir celle d'ici qui est Action Citoyenne pour l'Algérie, et celle de là-bas, c'est la main sur le cœur, me semble-t-il. Sur la main, le cœur sur la main, pardon, excusez-moi. Voilà, en toute transparence pour que les gens puissent avoir le nécessaire pour pouvoir en fait survivre, tout simplement. Je vous remercie. Merci Artela. On prendra donc de façon d'accord pour prendre tous les éléments nécessaires. Juste pour conclure très vite. Justement, je reprends un peu ce que disait Arté tout à l'heure. Cette réunion très modeste, faite dans des conditions très rapides, etc., elle a ce but-là. Premier, c'était de dire aux détenus qu'on est encore là, qu'on les soutient. Ça a été très modeste, ça a été repris dans les pages Facebook, etc. Mais c'est ça nos moyens aujourd'hui. C'est aussi l'état de notre organisation. C'est important pour nous-mêmes. Parce que dans une phase où ce régime joue de l'intimidation, je crois qu'il ne faut pas oublier une chose. C'est pas aussi simple que ça de se mobiliser. Là-bas, comme ici, c'est un régime répressif, comme l'humanité en a connu d'autres, malheureusement, dans l'histoire. Et donc, c'était important de se rassembler et de dire ces choses-là aujourd'hui. Pour notre part, ce qu'on va faire pour la suite, c'est de continuer la mobilisation autour des détenus, pas seul dans les autres collectifs. Il y a le front qui a été nommé tout à l'heure, donc les choses vont continuer à la rentrée. Et on vous donne rendez-vous, nous, à la rentrée, peut-être sans doute pour d'autres initiatives plus structurées, plus précises, sur ces questions de solidarité. Il y en a peut-être la fête de l'UMA qui sera à la mi-septembre. Voilà les éléments. Merci. On va y aller. Merci, c'est bon. Je trouve que c'est une attitude, comme d'habitude.